Bonjour à toutes, à tous. Je n'ai pas fait exprès. Donc, nous avons des représentants ici de collectivités, d'une COP et de l'État et de l'EPFIF, donc toutes structures différentes, mais qui ont un rôle à jouer à la fois dans la fabrication, dans le portage et dans la régulation ou la réglementation du BRS. Donc, je vais commencer par l'État. Donc, Laurent Bresson, vous êtes directeur de la DRIL. Il y a un cadre réglementaire qui a été fixé par l'État. On a parlé tout à l'heure de l'augmentation des plafonds. Aujourd'hui, comment vous regardez ça? C'est-à-dire, est-ce que vous avez quelque chose à faire dans la fabrication du BRS aujourd'hui? Je voudrais tout d'abord vous dire combien je suis heureux d'être avec vous ce matin et d'avoir cette occasion d'échange. Merci pour votre invitation. Je dirais que pour l'État, après une première phase qui maintenant est presque derrière nous, qui a consisté à soutenir l'émergence des premiers OFS, pour nous, l'enjeu maintenant, c'est de voir comment on accompagne au mieux le développement du BRS, en fait. Un petit peu un changement de posture. L'activité d'agrément des nouveaux OFS aujourd'hui, je pense qu'elle tend à peu près à se stabiliser à un niveau somme toute assez réduit. On est à 24 OFS aujourd'hui en Île-de-France, et depuis 2 ans, la totalité, je crois même depuis 2 ans, la totalité des agréments qui ont été délivrés concernaient des bailleurs sociaux. Donc voilà. Donc vous délivrez les agréments. Oui, la première fonction de l'État, effectivement, de l'État local, pardon, à l'échelon régional, oui, c'est effectivement de délivrer les agréments d'OFS, avec donc aujourd'hui une activité qui tend à se stabiliser et qui se limite, comme je le disais, donc à des bailleurs sociaux, souvent d'ailleurs principalement motivés quand on regarde quand on examine le dossier déposé par les bailleurs, souvent principalement motivé par le nouveau cadre qu'offre le BRS pour faire de la vente HLM, en fait. Hein. Voilà, sur ce volet agrément. Après, nos principaux objectifs désormais, maintenant, premièrement, je dirais que c'est voir comment on peut mieux intégrer le BRS dans la boîte à outils des stratégies locales de l'habitat, hein, pour qu'il y prenne toute sa place, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas encore totalement le cas. Quelques étapes qu'on a franchies récemment. La première, c'est que dans la dernière mouture du SRHH, du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, hein, le SRHH 2024-2030, on a intégré le BRS, hein, au travers d'un objectif de soutien au développement de ce produit. À ce stade, cette introduction du BRS dans le SRHH s'est faite sans fixation d'un objectif quantitatif. Une prochaine étape pourrait peut-être d'ailleurs être de se donner ensemble des perspectives, voire même des objectifs quantitatifs en la matière. Il n'y en a pas pour l'instant. Et pour l'instant, il n'y en a pas. En tout cas, dans le SRHH, il y a une orientation générale de soutenir la production de BRS et donc de développer le produit, mais sans que cet objectif soit sous-tendu par du quantitatif, et ça pourrait être une évolution sur laquelle on travaille ensemble. En tout cas, moi, j'y serais très favorable. Et puis, ce travail qu'on a fait sur le SRHH, bien évidemment, on le décline avec les collectivités locales, hein, avec les EPCI, on le décline évidemment désormais dans les travaux d'élaboration ou de révision des PLH ou PMHH à l'échelon métropolitain, parce que je pense encore une fois que le BRS a toute sa place dans la boîte à outils du PLH. C'est une évolution totalement logique. Une fois qu'on a dit ça, et ça c'est un peu sous l'angle donc des stratégies territoriales de l'habitat, l'autre enjeu pour nous désormais, et cet enjeu va prendre de l'importance, c'est d'avoir un meilleur suivi de la production, parce que bon, c'est vrai que tant qu'on produisait que quelques dizaines de logements par an, ce qui était le cas jusqu'à aujourd'hui, c'était pas trop gênant pour nous de se contenter d'examiner l'année suivante le rapport d'activité de chaque OFS pour consolider ces résultats. Mais je pense que là maintenant on arrive aussi à des perspectives de développement, hein, qui deviennent significatives. Hein. On a questionné l'ensemble des OFS franciliens sur leurs perspectives pour les prochaines années. Hein. On est sur quand même 6 000 logements désormais à l'horizon 2027. Je pense que nous-mêmes, et avec vous, hein, il faut qu'on travaille
à de meilleurs outils de suivi, notamment un suivi un peu plus en temps réel de la production. En tout cas, pour nous, c'est un vrai objectif. Et cet objectif qu'on a de mieux appréhender et de mieux suivre la production actualisée de logements, je pense qu'il faut aussi qu'on se le donne en matière d'occupation, parce qu'on a quand même un vrai enjeu, en tout cas pour nous, c'est clair, côté État, à mieux appréhender quelle est la contribution réelle du BRS au parcours résidentiel. Et comme vous le savez qu'aujourd'hui, on a quand même un souci majeur, tout à fait préoccupant d'ailleurs, de l'érosion de la rotation dans le parc social, de faire aussi le lien en termes de parcours résidentiel avec l'objectif de retrouver un peu de fluidité dans le parc social et de voir comment le BRS y contribue ou pas. En tout cas, pour nous, c'est un point d'attention important et sur lequel on souhaiterait aussi pouvoir mieux appréhender les choses. Et puis pour terminer, je dirais que notre objectif, c'est aussi désormais de mieux impliquer les OFS et le réseau des OFS, le cas échéant, dans un certain nombre de démarches stratégiques, de démarches d'innovation. Je cite quelques exemples. On travaille actuellement avec plusieurs partenaires, notamment d'ailleurs l'AORIF, à la mise en place, et il est en train de se concrétiser, d'un atelier des solutions pour favoriser la relance de la production de logements abordables au sens large, pas que logement social d'ailleurs, mais notamment logement social. Je pense que les OFS ont tout à fait leur place, et d'ailleurs on leur a proposé pour participer à cet atelier des solutions qui va démarrer ses travaux opérationnels dès la semaine prochaine. Donc l'objectif, c'est d'innover ensemble et de trouver des nouvelles solutions pour soutenir la relance de la production. Et puis il y a le volet des expérimentations qui a été cité tout à l'heure dans la première table ronde. Sur ce terrain de l'expérimentation, on est prêt, nous, de notre côté, côté Dril, à vous proposer de travailler ensemble dès cette année à la question, par exemple, de l'implication des OFS dans l'éco-prodé, l'éco-prodégradé, sur lesquels on voudrait essayer, à titre expérimental, évidemment, de faire quelque chose avec vous. Et puis, sur toute la question du retraitement de l'existant, du parc bâti existant. Et ça ne vous aura probablement pas échappé. Vous savez que l'ANA, notamment, lors de son conseil d'administration de décembre, a initié l'expérimentation d'un modèle d'aide à destination des OFS pour les accompagner dans le traitement du bâti existant et donc la création de BRS dans le parc existant. Je pense que ça pourrait être intéressant, non seulement qu'on suive de très très près la manière dont ça va se décliner, c'est pas encore le cas, dont va se décliner concrètement ce nouveau dispositif d'aide et comment on peut ensemble, en Ile-de-France, essayer de l'expérimenter lorsqu'il sera mature. C'est une affaire de semaines, si j'ai bien compris, sur quelques opérations témoins. Et puis il y a tout le sujet qu'on est en train aussi d'ouvrir de la transformation de bureaux en logement. Pourquoi pas imaginer demain que les OFS puissent trouver une vraie place dans ce nouveau modèle qu'on est en train d'essayer de construire et pour lequel, normalement, dans les tout prochains jours, on lancera un AMI francilien sur cette question. Merci beaucoup. Donc ça répond effectivement au souhait de Christian Chevet d'avoir des terrains, des véritables terrains d'expérimentation. Alors avant de passer à la suite, je voudrais faire passer une petite vidéo sur l'achat en BRS et puis ensuite vous pourrez réagir parce que je pense que ça va vous parler. Depuis 2022, nous avons engagé une recherche sur la contribution du dispositif OFS BRS au logement abordable qui s'appelle Cobra. Et donc nous travaillons à décortiquer le mécanisme pour comprendre effectivement quel est son effet et de quelle manière il produit du logement abordable. Donc qui achète en BRS? Ce sont plutôt des ménages jeunes en général, plus de 50%, voire même 58% d'après les premiers chiffres, ont moins de 40 ans. La moyenne d'âge est de 35 ans. Ce sont pour 90% d'entre eux des primo-accédants, dans beaucoup de cas des familles, des célibataires ou des familles monoparentales. 50 à 60% viennent du parc locatif libre et 30% d'entre eux viennent du parc locatif social, d'après ce qu'on sait.
J'avais un petit salaire, moi je gagnais 1 800 € par mois pour être direct. Je travaillais dans une petite association et pour me loger, j'ai commencé à regarder pour louer. Puis là j'ai une copine qui m'a dit mais pourquoi t'achètes pas c'est sûr que tu peux acheter. Donc j'ai commencé à regarder et puis après j'ai commencé à essayer de comprendre ce que c'était qu'un BRS. Avec beaucoup de questions et qu'on me dise ce qui était possible d'acheter. Et là j'ai halluciné en fait, c'était incroyable. C'est intéressant de constater que beaucoup de ces ménages, finalement, occupent des fonctions qu'on appellerait clés ou supports, des fonctions essentielles, finalement, qui sont parfois ou souvent pas forcément les plus rémunérées. Ce qu'on peut dire d'ailleurs sur leurs revenus, par ailleurs, c'est que effectivement les ménages qui accèdent en BRS sont contraints d'avoir des revenus sous les plafonds PSLA, mais ce qui permet finalement pour beaucoup d'entre eux le déclenchement de l'accès à l'emprunt, ce sont des aides publiques, notamment le PTZ et les prêts Action Logement, et ça concerne 50% des enquêtés qu'on a pu étudier. Le fait d'acheter en BRS, ça a permis de donner plus de temps. Parce que Copimo était très accompagnant dans cette démarche-là. Très tôt, ils nous ont dit « Prenez votre temps, avec les banques, on vous attend ». J'avais un petit salaire, mais je pouvais acheter, et ma situation faisait qu'il n'y avait pas de problème. J'avais un apport important parce que mes parents m'aidaient. Donc une fois que la caisse d'épargne c'était bon pour eux, ça a roulé. On s'est rendu compte finalement que pouvoir choisir la localisation, c'est un des facteurs déterminants qui conduit les ménages à acheter en BRS. C'est-à-dire finalement, j'achète en BRS parce que je vais pouvoir rester proche de Paris, ou parce que je vais pouvoir effectivement accéder à un bassin d'emploi, ou parce que je vais pouvoir rester à côté de ma famille ou de mes amis, ou de l'endroit là où j'ai toutes mes sociabilités. Et c'est vraiment un argument essentiel. Ça fonctionne souvent d'après ce qu'on a vu en faisceau, c'est-à-dire que les ménages donc raisonnent d'abord par renoncement à la propriété et ensuite finalement c'est un ensemble de bienfaits positifs qui les conduit au BRS, parmi lesquels la localisation. Et pour eux, l'important devient l'idée de capitaliser le loyer. Parmi les autres bénéfices qui sont souvent mentionnés, il y a l'intérêt d'acheter dans du logement neuf, qui soit bien isolé, dans lequel il n'y ait pas de travaux à faire, pas de surprise, ou en tout cas a priori moins, peut aussi conduire selon eux à avoir des charges d'entretien moins lourdes. La COP foncière, c'est devenu un interlocuteur un peu régulier. Il nous aide par exemple dans notre dialogue avec la mairie pour faire réduire nos impôts fonciers. Ce qui est intéressant justement, c'est le fait de se dire que les propriétaires et le promoteur... Il y a eu une instauration de dialogue un peu différent. Moi, en tout cas, j'ai senti que là, il y avait une envie d'avoir des propriétaires un peu différents et des propriétaires investis sur la question du logement. Alors, on a repéré en effet plusieurs freins. La question de la revente en est une. Ce sont des ménages jeunes qui envisagent l'achat en BRS comme une première pierre dans un parcours d'ascension. Donc pour eux, revendre, c'est vraiment une question essentielle. C'est aussi la question de la transmission. Pour beaucoup de ménages au-delà de 40 ans, c'est un frein finalement. La question de savoir mais qu'est-ce que je vais faire de ce bien, comment et dans quelles conditions je vais pouvoir le transmettre à ses enfants est assez présent. On a vu aussi émerger récemment des craintes quant aux revalorisations des frais de redevance, notamment chez un certain nombre de ménages, en particulier des femmes seules, pour qui les budgets sont extrêmement serrés. J'ai acheté seule, j'avais pas d'enfant, donc j'ai acheté un 2 pièces. Ce qui est génial, j'avais un jardin, j'adore mon appart, j'en ai fait quelque chose de chouette. Depuis j'ai eu un premier enfant, j'ai réussi à m'installer une petite alcôve dans le salon parce que l'appart était grand. Et puis le hasard a fait aussi, parce que c'est une copropriété sympa, qu'une voisine, elle a un grand 3 pièces dans le bâtiment d'en face, en duplex, qu'elle avait acheté aussi seule. Et donc en fait, elle m'a appelée en me disant « J'aimerais racheter un 2 pièces ». Et que quelqu'un rachète mon 3 pièces. Non, mais là, c'était l'aubaine d'enfer, quoi. On croise les doigts pour que ça fonctionne, parce que ce serait génial de pouvoir rester dans cette résidence et de pouvoir avoir des logements qui s'adaptent totalement à notre situation familiale, à notre situation financière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est dans toutes les reventes, parce qu'il y a un observatoire des reventes des logements produits par notre coopérative sur la ville,
Toutes les reventes qui ont été faites n'ont pas été faites auprès d'habitants de Gennevilliers, mais des personnes qui viennent au-delà des Hauts-de-Seine et des Parisiens, quoi. Voilà. Et dont, enfin, vous avez envie qu'il y ait des personnes qui viennent d'ailleurs? Bah, je crois, oui, puisque la ville a augmenté. On est passé, je crois, de 43 000 habitants à 50 000 habitants. Donc, je dirais qu'il y a forcément des habitants qui sont venus de l'extérieur. Mais souvent, ce sont d'anciens Gennevillois qui ont passé leur enfance à Gennevilliers, qui reviennent sur la ville. Voilà, parce que c'est une ville qui est populaire, mais agréable. Et là, vous êtes adhérente de la COP, donc vous n'êtes pas directement l'OFS, mais vous entendez le souci d'avoir un accompagnement et le rôle de l'OFS dans l'accompagnement. Est-ce que ça, comment vous pouvez le prendre en compte dans les opérations que vous menez? Je dirais, en tant que coopérative, on a un lien fort avec nos acquéreurs, puisqu'ils sont coopérateurs. Donc il y a toujours eu cet accompagnement qui s'est effectué auprès d'eux, à la fois parce que passer d'un statut de locataire du logement social à un statut de propriétaire, au tout début, ils sont un peu perdus. Hein. Ils ont été biberonnés par les organismes HLM, et là, ils doivent se prendre en main, en charge, pour gérer leur copropriété. Donc on les accompagne durant tout le process d'accession à travers des informations, des outils de communication qu'on met en œuvre pour ne pas les lâcher dans la nature. Et puis on s'aperçoit que pendant 2 ans après la livraison, ils commencent à prendre leur envol et devenir indépendants et prendre en charge complètement leur résidence. Merci. Hervé Willem, donc vous êtes maire adjoint à Cachan. Et à Cachan, il y a un projet de nouveau quartier sur un site qui appartenait à l'État et qui servait à l'ENS Cachan, si je ne me trompe pas. Et dans votre projet, il y a 50 BRS sur 300 logements. Pourquoi ? Donc, tout d'abord, veuillez excuser Hélène de Comarmont, qui aurait dû être une figure féminine ici, la maire de Cachan, qui n'a pas pu venir, ni son adjointe au logement, qui est en déplacement professionnel. Donc, moi, je suis maire adjoint en charge de l'enseignement supérieur, donc je suis bien connaissance du campus. Alors, Cachan, déjà, c'est une ville qui est pas loin de Paris, qui est à 2 km de la Porte d'Orléans, au sud. Et donc, et qui est aussi une ville où il y a des gros chantiers d'aménagement, en particulier la ligne 15 qui va arriver fin 2026. Et donc, on sent bien qu'il y a un attrait qui sera dû avec le croisement de la ligne RERB et de la ligne 15. Donc, le premier chantier, c'est la gare et autour, où effectivement, il va y avoir aussi des programmations, entre autres immobilières, dans lequel il y aura aussi bien de l'accession que du logement social, sans doute, mais là, j'ai pas encore, c'est encore en développement, sans doute du BRS aussi. Et il y a aussi le fameux campus de l'ENS Cachan, donc, qui a été récemment délivré par l'ENS. En effet, l'ENS est arrivé en 1955, elle ne s'appelait pas l'ENS à l'époque. Et suite au souhait du président de la République, comme Nicolas Sarkozy, de vouloir concentrer la recherche scientifique sur le plateau de Saclay, l'école a choisi de partir. Et donc l'État a souhaité vendre le terrain, récupérer effectivement une partie de l'argent, entre autres pour contribuer à l'aménagement de l'ENS sur le plateau de Saclay. C'était une longue négociation entre le maire de l'époque, Jean-Yves Le Bouillonnec, et l'État. En effet, nous souhaitions fortement que ce campus reste un campus d'enseignement supérieur et de recherche et que ne soit pas transformé en opération immobilière qui couvre les 10 hectares qui allaient être libérés par l'ENS. D'autant plus qu'il y avait des monuments, des bâtiments remarquables. Et dans le cadre de cet aménagement, donc ça a été porté par les PFIF, les PFIF qui a porté pendant quelques années le rachat du terrain à l'État. Maintenant, c'est la SADEF 94, Société d'aménagement, qui est en charge de l'aménagement. Et parmi le contrat avec l'État, devait y avoir la création de logements, dont une certaine proportion de logements sociaux. Et notre choix... Des logements
ordinaires, enfin pas forcément que des logements pour étudiants. Enfin, non, pas du tout. En fait, sur Cachan, alors effectivement, pour situer, on a 7 structures d'enseignement supérieur actuellement, dont l'EPF qui est arrivé récemment, qui était l'école politique féminine, qui était à Sceaux, le STP qui est arrivé en 1904, c'est quand même 2500 à 3000 élèves en permanence sur la ville. Donc pour une ville de 30 000 habitants, nous avons actuellement environ 6500 étudiants et à terme 9000. En logement étudiant, il y a le Crous qui permet d'héberger 1200 élèves. Il y a des résidences associées à l'ESTP, des résidences privées qui sont montées, et il y a à peu près 4000 logements pour les étudiants, ce qui n'est pas suffisant pour l'ensemble des étudiants cachanais, mais on ne peut pas non plus se permettre d'héberger 30% de population en plus. Il faut aussi on pourrait les héberger, mais du coup c'est au détriment des cachanais, et il faut conserver cette mixité au sein de Cachan. Alors il faut savoir aussi que Cachan c'est une ville jeune, 43% de sa population a moins de 30 ans, alors, entre autres du fait des étudiants, donc potentiellement, comme on entendait, les jeunes accédant au BRS. Donc la volonté, c'est aussi de pouvoir héberger les Cachanais aussi, ou ceux qui viennent s'installer pour travailler à Cachan ou même y vivre. Et on a une politique de développement immobilier. Et en particulier, sur le campus, il est prévu de construire sur l'ancien stade de sport de l'ENS 326 logements d'habitat, dont 55 BRS. Et donc ces 55 BRS, ils répondent à une problématique de prix trop élevé sur le marché privé. Parce que cette proximité de Paris, cette attractivité fait que j'imagine au cours des 25 dernières années, les prix ont dû monter comme ailleurs en Ile-de-France. Exactement. Moi, j'ai acheté en 2017 à 5 000 € le mètre carré et maintenant c'est à 6 700. Donc en 7 ans, ça a énormément augmenté. Là, je parle du concret puisque j'ai acquis dans le neuf il y a quelques années, et dans l'ancien, c'est environ 5 000 € le mètre carré. Et effectivement, c'est inabordable pour une grande partie des habitants de la ville de Cachan. Un grand nombre, d'ailleurs, habitent dans des logements dont ils seraient incapables de racheter au prix du marché actuel. C'était mon cas avant 2017. J'habitais un autre appartement que j'aurais été incapable de racheter. Et pourtant, avec une situation honorable, chargé de recherche au CNRS, donc classe moyenne supérieure, mais on se retrouve dans l'impossibilité de se loger. Et donc effectivement, ça répond à une demande. Alors à Cachan, on a fait tout un mouvement de concertation qui s'appelait Parlons ensemble de Cachan, et où les habitants s'exprimaient et on les a entendus. Et effectivement, beaucoup souhaitent rester sur Cachan. Alors c'est difficile quand les familles et leurs enfants veulent rester, mais leurs enfants, les prix sont inabordables pour beaucoup. Donc, comment pouvoir préserver pouvoir qu'ils puissent se loger à Cachan? Effectivement, le développement du logement social. Donc, vous êtes déjà au-dessus des plafonds SRU. On est à 28% de logements sociaux actuellement. Et si on rajoute les logements étudiants du Crous, par exemple, on arrive à 35-38%. Donc effectivement, on est déjà avec des bons chiffres. Et dans toute opération immobilière, en moyenne, je dis en moyenne parce que bien sûr, tout ne sera pas là où j'ai acquis, il y avait uniquement de l'accession. On fait en sorte qu'il y ait 30% de nouveaux logements sociaux lorsqu'on fait des programmes immobiliers sur la moyenne. Et donc, on contribue à préserver notre taux actuel. Donc, c'est vraiment une volonté de la ville. Alors, effectivement, une grosse partie sont actuellement dans 2 quartiers prioritaires de la ville, politique de la ville, qui sont au sud de Cachan. Mais dans le reste de la ville, les nouveaux logements sociaux, vous traversez la ville, vous êtes incapable de dire lesquels ils sont, et on a pu ainsi développer, par exemple, un centre-ville avec une mixité. Voilà, on ne sait pas, on sort d'un immeuble, on ne sait pas s'il est social ou pas. C'est la même qualité, voire même
Jean-Louis Le Bouillonnec, à une époque, on a la Bièvre qui passe à Cachan, elle est recouverte, mais les logements sociaux avaient vue sur la promenade, alors que les logements accession à propriété avaient vue sur la rue. Donc on avait même favorisé gérer les locataires des logements sociaux. Merci. Je vais passer la parole à Benoît Aran, donc, qui représente les PFIF. Les PFIF, établissements publics fonciers d'Île-de-France. Donc vous avez la matière première, enfin vous avez le sol que vous rachetez à des communes, que vous portez pendant un certain temps, que vous revendez ensuite à des communes. En fait, quel est votre rôle autour du BRS? Est-ce que vous avez une forme de prescription possible? Est-ce que vous influencez ce qui finalement va être programmé sur les terrains que vous portez? Alors, merci pour l'invitation. J'excuse Gilles Bouvelot, directeur général de l'EPF, qui est retenu par ailleurs. Alors, sur cette question, effectivement, du positionnement de l'EPF sur le BRS, effectivement, on intervient tôt dans la chaîne, à la demande des communes, donc via la signature de conventions d'intervention foncière. Donc, il y en a à peu près un quart des communes en Île-de-France, un peu plus même, qui ont une convention avec l'EPF. Essentiellement dans la zone métropolitaine, entendu, là où il y a le plus de besoins. Alors, nous, on est du coup un outil au service des collectivités, on peut les conseiller, on peut accompagner la consultation d'opérateurs sur les fonciers qui vont être achetés. Après, de là, prescrire à la place des élus, non. Mais on prend en compte, évidemment, les obligations SRU, les PLH ou les documents d'orientation quand ils existent. Alors pour donner quelques chiffres, depuis l'émergence du BRS, et nous, notre première opération, elle date de 2020, avec la COP à Romainville. Depuis 2020, donc il y a un peu plus de 20 opérations en BRS qui ont été, avec du BRS, parce que c'est pas 100% BRS, qui ont fait l'objet d'une cession à des opérateurs ou d'une promesse de vente. Donc, il y a à peu près 16 cessions et 5 promesses de cession. Sur ces projets, on va comptabiliser 1700 logements en tout, dont 600 BRS. Donc, globalement, on peut dire que c'est mixte. Le BRS se mêle à d'autres produits de logement. Après, ligne par ligne, parfois c'est que du BRS. Bon. Donc, selon le souhait des communes, pareil, et les besoins locaux qui émergent. Alors, géographiquement, on est essentiellement en zone A à bis, donc la zone tendue, sur ces opérations en BRS. Si on regarde la petite couronne, par exemple, on n'en a pas dans le 92 pour l'instant. Donc on peut se poser la question, c'est un territoire où il y a un besoin. Donc nos opérations sont en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne pour ce qui s'agit de la MGP. Pour le 92, vous avez une réponse au-delà de la question? Alors c'est un peu mystérieux. Globalement, on fait peu de volume dans le 92, même si on a des conventions avec pas mal de communes. Alors pour rappeler, l'EPF achète pas en cassant les prix, l'EPF tient compte aussi du marché. Donc là où on a une force d'intervention, c'est qu'on intervient souvent tôt dans le processus. Donc le portage, entre le moment où on démarre l'acquisition et le moment où on cède, il peut se passer du temps, et du coup les éventuelles hausses des prix n'impactent pas les projets futurs. Donc le temps du portage n'impacte pas le prix de la cession, puisqu'on vend au prix coûtant. Il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de mise en concurrence d'opérateurs sur les prix. Donc le BRS, pour revenir à la question, c'est un produit logement parmi d'autres. Nous, on n'est pas capable de le privilégier, mais on sent évidemment qu'il y a un besoin et une possibilité d'en faire sur beaucoup de territoires là où on intervient. Donc c'est plutôt dans le dialogue le plus tôt possible avec les communes, les opérateurs, mettre en relation les acteurs sur les fonciers qu'on va être amené à acheter pour travailler à la programmation et prévoir du BRS quand il y en a besoin, quand les opérateurs sont allés se présenter au maire, quand il y a un opérateur local notamment. Alors pour finir peut-être sur ce premier aspect, dans les OFS avec qui on travaille, pour l'instant, il y a
la COP foncière et d'autres émanations locales venant de collectivités, assez peu de bailleurs sociaux directement. Donc, pour autant, ils sont agréés au FS et on ne s'interdit pas de travailler avec eux, mais c'est peut-être pas encore leur modèle d'agir sur les fonciers de l'EPF. Donc, du coup, pour ces acteurs-là, nous, on les invite à nous rencontrer, je parle des OFS, à nous rencontrer là où on est en convention avec les communes, à aller se faire connaître des communes si ce n'est pas le cas, et essayer d'anticiper la programmation sur nos fonciers pour prévoir in fine du BRS. Voilà. C'est ça un peu le mécanisme de travail. Merci. Donc voilà, on a vu un certain nombre d'acteurs. Il y en a un qui n'est pas là, ce sont les promoteurs. Et en fait, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui demandent des agréments au FS, il y en a en tout cas. Et en fait, on peut se poser la question d'essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'à la drill, vous avez une idée, et peut-être à l'EPFIF aussi? Alors, je pense qu'il y a une première raison probablement assez simple et qui est assez... Est-ce qu'il y en a beaucoup déjà qui demandent des agréments? En tout cas, en Ile-de-France, j'ai un précédent en tête qui date d'il y a quelques années et qui n'a pas abouti, qui n'a pas pu aboutir en fait. Et la raison en est purement juridique, puisque aujourd'hui, pour pouvoir obtenir le statut d'OFS, le statut d'OFS, est incompatible avec le statut de société à finalité lucrative. Donc ça, c'est déjà un premier problème statutaire. C'est-à-dire que le promoteur type, si je puis dire, compte tenu de son statut même, ne peut pas directement prétendre au statut d'OFS. Il y a eu un cas en Ile-de-France il y a quelques années donc, qui s'est soldé par un non-aboutissement. Après, moi, je ne suis pas forcément très, très surpris que potentiellement, certains acteurs de la promotion immobilière s'intéressent au statut d'OFS qui s'intéressent au BRS, ça c'est pas nouveau, mais qui s'intéressent au statut d'OFS, c'est pas forcément surprenant, à l'heure où quand même on peut faire le constat que globalement dans le milieu de la promotion immobilière, on s'interroge quand même pas mal sur son modèle, l'évolution de son modèle, sur son avenir plus largement, ne serait-ce que parce que cette dernière crise immobilière que l'on traverse depuis maintenant 2 ans et demi, est quand même un facteur de réinterrogation chez un certain nombre d'entre eux, ce qui me semble d'ailleurs en soi plutôt salutaire et plutôt bien. Voilà, donc aujourd'hui, incompatibilité de statut. Après, je crois savoir que dans d'autres régions, mais je serai très très prudent là-dessus, puisque ce n'est pas des agréments que moi j'ai eu à traiter compte tenu de ma zone de compétence. Je crois savoir que dans d'autres régions, certains promoteurs ont réussi, en passant par la création d'une fondation, à obtenir un statut d'OFS, mais pas directement, indirectement, en créant une structure ad hoc en fait. Merci. Benoît, est-ce que vous voyez ces acteurs apparaître? Et alors effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est un changement de modèle qui pourrait être salutaire et bienvenu, ou est-ce que c'est finalement se dire acquérir du foncier, faire des réserves foncières, c'est toujours bien, même si la loi, pour l'instant, comme elle est rédigée, ne permet pas à un OFS de vendre le terrain, sinon à un autre OFS. Donc le côté anti-spéculatif, normalement, il est pérenne et garanti. Alors effectivement, je rejoins sur les promoteurs dont c'est pas la vocation de rester propriétaire du foncier a priori. Donc nous, quand un promoteur va acheter un terrain de l'EPF et dans lequel il prévoit alors du coup de la VFA sur du logement social dont du BRS, ça c'est possible, hein, le modèle le prévoit. Alors nous, sans pouvoir imposer la maîtrise d'ouvrage directe aux opérateurs, on essaie de la privilégier, si je puis dire, et d'ailleurs dans les chiffres ça se vérifie. On doit avoir à peu près 60% de nos cessions qui se font directement à des bailleurs en production de logement, et sur la part, quand il y a une part sociale, là on est à des taux beaucoup plus élevés. Donc le caractère vertueux de la maîtrise du foncier dans le temps, elle se fait par un OFS, c'est comme ça que le modèle est conçu. Alors nous on disparaît de la chaîne, mais on est intéressé par savoir ce que deviennent nos fonciers, et si notre rôle initial d'avoir, parce que finalement on va négocier d'une certaine façon les prix d'acquisition,
que cet effort initial ne soit pas perdu par les différents acteurs dans la chaîne. Donc c'est vrai que quand c'est une session directe à un opérateur social, là on est complètement sécurisé. Et dans ces cas-là d'ailleurs, parce que je rappelle qu'on touche les prélèvements SRU des communes déficitaires en Ile-de-France, on doit le réaffecter sous forme pour produire du logement social. En gros, c'est ça que dit le CCH. Et du coup, l'EPF fixe une modalité, c'est une minoration foncière du prix de cession pour la part de logements sociaux, et du coup, y compris le BRS, parce que le BRS rentre dans le taux SRU. Donc du coup, voilà, quand on cède directement à un opérateur social, cette minoration, on sait qu'elle va servir directement à l'opération. Quand il y a une VFA, on trace dans les actes le fait qu'elle se retrouve dans l'acte entre le promoteur et le bailleur social. Et s'agissant des OFS, on fait cet effort de traçage de la minoration pour minorer la redevance foncière au profit des ménages. Alors, c'est ça qu'on essaie de suivre dans le temps, enfin au moment de la cession notamment. Voilà. Donc s'agissant des acteurs, les promoteurs restent un acteur existant. On a affaire à eux forcément. C'est une partie de nos acquéreurs. On a aussi les aménageurs. Là, on n'en parle pas aujourd'hui, mais on cède aussi à des aménageurs. Globalement, la part en aménagement de la production, elle baisse ces dernières années. Et c'est plus l'intervention dans le diffus, du coup, sur du foncier déjà bâti, foncier d'occasion, si on peut dire, à recycler, pour lesquels on intervient. Cette part, elle augmente fortement dans notre production. Donc, d'ailleurs, je rejoins Christian Chevet et Laurent Bresson sur les expérimentations à mener sur ce type de bâti, qui sont une matière première de plus en plus importante à utiliser. Bon, j'élargis un peu par rapport à la question. Oui, mais du coup, en fait, l'EPFIF a un contrôle de ce qui est fait sur les terrains qu'il revend. Alors, on a un contrôle jusqu'au moment où on cède. Oui, on a un droit de regard puisque la programmation est élaborée en partenariat avec la commune et à la demande de la commune. On ne fait jamais sans la commune. Donc jusqu'au moment où on signe l'acte de cession, on a un droit de regard sur la programmation. Et notamment, on veut sécuriser la cession. Donc les discussions arrivent assez tôt. Dès qu'on commence à acquérir du foncier, on se préoccupe de savoir qui va nous acheter. Et du coup, comment sécuriser cette cession à venir par une production réaliste au vu du territoire, par des acteurs qui ne se mettent pas en difficulté. Alors il y a le sujet parfois des commercialisations, même souvent qui se posent. Là on voit les promoteurs qui n'arrivent pas à commercialiser suffisamment, du coup qui ne lèvent pas les conditions suspensives et qui font qu'on porte plus longtemps le foncier. Pour les OFS, il peut y avoir ce sujet. Alors, on l'a vu ponctuellement sur des projets où la commercialisation met du temps. Donc comment on accepte de prendre plus de temps, comment éventuellement on fait évoluer les projets vers du locatif social éventuellement, classique. Donc une fois qu'on a vendu, juridiquement on n'est plus acteur. Alors après on peut se dire on va être amené à réintervenir sur la commune ou avec ces opérateurs-là. Donc ce qu'on a éventuellement raté une fois, on peut essayer de le corriger une autre fois dans l'intérêt de tous. Voilà, c'est peut-être ça. Merci. Philippe Bédier, je crois que vous aviez des diapos à montrer des projets de la COP. Oui, et je voulais profiter pour vous poser la question sur une concurrence ou une compétition possible entre le BRS, la TVA à 5,5 et le logement social. Avec l'accession sociale pleine et entière à la propriété à 5,5, il peut y avoir une concurrence avec le BRS. D'ailleurs, il nous arrive d'expliquer aux élus que dans certains quartiers, le BRS ne serait pas opportun. Pourquoi ? Parce que la décote par rapport à l'accession à 5,5 n'est pas suffisamment importante pour attirer des clients. Voilà. Donc les gens préfèrent payer un peu plus cher. Voilà, être en pleine propriété. Voilà, c'est ça.
Et d'ailleurs, moi, il m'est arrivé de refuser des opérations sur des territoires où on était concurrencé par la TVA 5.5, menée par des promoteurs. Voilà. D'accord. Et puis le logement locatif, c'est pas un concurrent. Le logement locatif, je veux dire, c'est plutôt un compagnon de route. C'est un compagnon de route, alors, sauf que dans les opérations, alors c'est pas votre cas, hein, mais dans les communes carencées, il faut produire un certain nombre de PLAI. Et donc, plus on produit de BRS finalement qui rentrent dans le logement social, plus il faut produire de PLAI. Donc ça peut être un frein à la production globale. Alors, je crois que, pour ma part, il est hors de question de réaliser du BRS dans des communes carencées pour répondre à cet objectif d'intégration au titre de l'article 55 SRU. Ça, c'est pas la volonté de notre coopérative, et puis c'est pas du tout la volonté de conseil d'administration de la coopérative qui fixe les orientations stratégiques. D'accord. Vous vouliez montrer des projets, non? Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Alors, allons-y. Je sais pas comme ça. Non, mais je crois qu'il faut juste que vous disiez... Ah bon. Aussi, voilà. Donc, on a changé le logo l'an dernier. Hein. Voilà, c'est le nouveau logo vous de le la voyez bien, là. coopérative. Vous avez le temps de le voir, le logo. Voilà, c'est vrai. Que, donc, voilà. quelques étapes de la COP. C'est la ville qui l'a créée en 1955. Elle l'a réactivée en 2006, justement pour permettre aux locataires du parc social de devenir propriétaires et d'entamer un parcours résidentiel sur la ville de Gennevilliers. Bon, on s'est transformé en SIC en 2015, on est certifié NF Habitat depuis 2016, et l'objectif fixé par la ville était vraiment de réaliser 50 logements chaque année sur le territoire de la commune, et de vendre à des coûts très maîtrisés, c'est-à-dire au moins 30% en dessous des prix du marché. Et puis 2017, donc c'est notre coopérative a été un des membres fondateurs de la COP foncière francilienne. Voilà. Donc là, c'est alors les opérations livrées, oui, faut les voilà. Donc c'est toutes les opérations qu'on a. Ça, c'est de l'accession sociale. Hein, ça, c'est que de l'accession sociale à la propriété. Donc dans toutes les opérations d'aménagement de la ville, notre coopérative a au moins 1 ou 2 lots à réaliser. Et puis un certain nombre d'opérations que vous voyez ont été réalisées sur des fonciers qui étaient propriété de la ville. La taille des opérations varie de 8 logements à 71 pour cette partie-là. Et ces logements qui ont été réalisés avec des clauses de revente ont fait l'objet de cessions ultérieures qu'on vous exposait précédemment, quoi, avec des plus-values très très importantes. Donc depuis, on ne fait plus que du BRS, du bail réel solidaire. Si on pouvait faire tourner, merci. Voilà des projets en étude. Donc c'est des opérations qui vont de 3 à 17 logements. On s'insère vraiment dans des fonciers contraints, quoi. Là où aucun autre opérateur pourrait aller. Trop compliqué d'accès, trop petit. C'est trop petit, accès un peu complexe, voilà. Et ça, c'est les opérations dans ce quartier. Vous voyez, on a 7 opérations qui sont 2 en chantier et puis 3 qui vont bientôt démarrer, dont un terrain qui est à 100 mètres du théâtre de Gennevilliers. Donc, ça, c'est tous les autres projets qui sont en étude. On continue. Ouais, bon, d'accord. Alors ça, c'est l'opération qui est réalisée à Colombes, qu'on livre lundi prochain. C'est notre première opération en bail réel solidaire. Donc c'est 25 logements qui est idéalement situé. On est boulevard Charles de Gaulle à Colombes. On est face à la gare de la Garenne-Colombes. Et puis il y a le T2 qui a une station au pied de ce bâtiment. Et tous les logements sont des logements traversants est-ouest avec des grandes terrasses. Voilà. Qui a acheté, vous savez? Alors, il y a des locataires de Colombes Public Habitat qui ont acheté, puisque ça a été notre cible de clientèle. Et c'est beaucoup d'habitants de Colombes, quoi. Voilà. Et vous vous souvenez du prix? Ah oui, c'est un des plus chers, c'est une opération les plus chères réalisée par la COP foncière francilienne, puisque le prix de vente, c'est 4 325 € du mètre carré habitable, mais dans un quartier où le prix du marché, c'est 7 000. Et puis la redevance n'est pas très élevée, puisqu'on a 2,02 €. Voilà.
Et puis, on est dans un lieu de culture et à Gennevilliers, on a l'habitude de faire rentrer la culture dans les opérations, tant de logement locatif qu'en accession à la propriété. Et là, j'ai tenu à illustrer les interventions d'artistes dans nos opérations, et interventions qui vont jusqu'à embellir les parkings en sous-sol pour les rendre plus sécures et plus agréables. Voilà. Merci pour cette présentation, ce beau projet. Monsieur Willem, vous disiez que tout à l'heure, si j'ai bien compris, vous êtes entre deux QPV. Donc, est-ce que vous êtes en TVA 5.5 à cet endroit-là? Non, du tout. Non. Et justement, effectivement, là, quand on regarde pour les logements qui vont être construits, là, les 326 logements, dont 55 en BRS, donc déjà, il y a eu une discussion entre la ville, Cogedim qui va être l'opérateur, et I3F qui va porter la partie BRS. Et des résultats, c'est que ceux qui achèteront donc, en accession, ils seront à 6 700 € le mètre carré, alors que le prix pour le BRS, c'est 40% moins cher, donc à 3 900, avec 2 € de redevance pour le foncier. Voilà. Donc en fait, et ça, c'est grâce au fait que pour le BRS, ce sera la TVA 5.5. Le foncier, il a été discuté entre les opérateurs, la ville, etc., pour qu'il y ait un coût du foncier au mètre carré inférieur pour la partie BRS de celle à l'accession. Donc tout ça, ça a été une longue tractation pour aboutir à ce projet. Qui en est où aujourd'hui? Alors là, le permis de construire est à l'étude, en finalisation, et il a été déposé, donc il est en finalisation entre la mairie et Cogedim. D'accord. Donc, sans doute, il sera accepté dans les semaines, les mois à venir, et donc c'est pour une livraison, si je ne me trompe pas, fin 2027. Merci. Laurent Bresson, sur la question de la TVA 5.5 et de la concurrence éventuelle avec le logement social. Alors, ce n'est pas pour être polémique, mais voilà, la question se pose, donc on doit essayer d'y répondre. Alors la question, on peut l'aborder sous plusieurs angles. Moi, j'ai tendance à miser à fond sur la complémentarité et pas la concurrence, évidemment. Et notamment cette complémentarité, parce que je pense que le logement social a aussi un vrai intérêt au développement du BRS, dès lors que ça s'inscrit dans des parcours résidentiels fluidifiés et qui vont nous permettre de retrouver des marges de manœuvre dans le parc social. Je rappelle qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, c'est notre énorme problème. Depuis plusieurs années, on a perdu quasiment 10% d'attribution par an. Ça se calme un petit peu en 2024 avec moins 5%, mais c'est vraiment extrêmement préoccupant. Cette perte de rotation, cette baisse de la rotation dans le parc social est absolument catastrophique. Et du coup, moi, je mise à fond sur la complémentarité sous cet angle de parcours résidentiel fluidifié. Après, une fois qu'on a dit ça, la TVA 5.5, de toute façon, aujourd'hui, c'est un fait acquis pour le BRS. C'est vrai que le dernier relèvement des plafonds de ressources assez significatif en 2024 sur ce plan-là appelle quand même un peu à la vigilance. Et je pense qu'il arrive un moment, si vous voulez, à plaider la revalorisation des plafonds de ressources, c'est le régime de la TVA qui pourrait être mis en péril. Et ça, je pense qu'il faut quand même y faire collectivement attention. N'oublions pas quand même que le BRS est frappé du même taux de TVA que le PLAI quand même. Voilà. Quand j'entends parler parfois de l'idée de créer un BRS plus intermédiaire, je pense que là, pour le coup, il faut être très clair. Si jamais un jour ce genre de choses devait prospérer, ça ne peut pas être au même taux de TVA. Ça, c'est pas possible, parce que sinon, il y a un vrai risque, à mon avis, à mettre en péril toute la cohérence de l'édifice. Il faut quand même, me semble-t-il, qu'on garde une cohérence des taux de TVA entre le locatif aidé et l'accession aidée. Enfin, ça me paraît quand même vraiment nécessaire. Et je pense que là, aujourd'hui, on est arrivé à peu près au maxi du raisonnable, et qu'il faut être très vigilant là-dessus, je pense. Ne serait-ce que pour la pérennité de l'édifice. Parce que je prends l'exemple de Rennes, qui a établi 4 niveaux de BRS correspondant à 4 prix de vente et 4 niveaux de revenus. Et en fait, on va quand même assez haut dans les revenus. Oui, mais ça s'inscrit toujours dans les plafonds. Ça s'inscrit toujours dans les plafonds actuels, dits plafonds PSLA, en fait. J'évoquais l'hypothèse dans laquelle, là où il y aurait une velléité d'aller au-delà
du plafond PSLA aujourd'hui, de mon point de vue en tout cas, sauf à prendre des vrais risques de tout remettre en cause. Je pense qu'à titre personnel, ça ne pourrait pas se faire au taux de TVA de 5,5. C'est pas vraiment plaidable en fait. Et c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Marie-Noël, je crois, c'est-à-dire le fait que ces plafonds, ils vont évoluer d'année en année. Comment il va y avoir un décret chaque année qui les actualise, ou ils vont pas bouger? Comment ça va se passer? Eh bien, sauf erreur de ma part, désormais, de toute façon, on est à l'IRL sur les plafonds de ressources, sur les plafonds de ressources du BRS. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment ils évolueront, mais ils peuvent effectivement évoluer annuellement à l'IRL, sauf erreur. Enfin, là, je parle sous contrôle de gens qui connaissent peut-être la question mieux que moi, mais ils peuvent évoluer annuellement à l'IRL. C'est l'État qui décide. Mais pour qu'ils évoluent à l'IRL, il faut un arrêté ministériel annuel. C'est ça. Et si l'arrêté n'est pas pris, donc par définition, ils n'évolueront pas. Merci beaucoup. On arrive aussi à la fin de cette table presque. Donc peut-être chacun un mot de conclusion sur ce que vous attendez peut-être d'évolution du BRS, enfin si vous en attendez, ou si c'est un modèle qui aujourd'hui, comme vous le pratiquez, vous paraît tout à fait correspondre à ces objectifs et facile à utiliser aussi, parce qu'on a vu dans le film qu'en fait, il fallait aussi penser à beaucoup d'accompagnement et que cette accession à la propriété n'était pas forcément aisée non plus pour les accédants. Alors, je dirais, quand on regarde même l'écart des prix entre le logement, je dirais accession à la propriété et le BRS, qui là, moi je le trouve qu'il est quand même onéreux. Il y a quand même, moi c'est mon sentiment personnel, comme ça se passe entre les logements sociaux et ceux qui sont dans le privé. Dans certaines zones tendues, on aura tendance toujours à avoir toute une catégorie d'exclus qui va devoir aller beaucoup plus loin en banlieue ou se loger de manière précaire. Et on a toujours cette problématique de tout ce qui est intermédiaire, un peu. Mais c'est vrai que c'est une problématique qui va au-delà de ce principe-là. Ce système-là, je pense que ça va permettre à certaines personnes, enfin, effectivement, d'accéder à la propriété, chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Et parfois, certains non plus. Le logement locatif intermédiaire, c'est à peu près comparable, je pense. Il n'y en a pas assez non plus, quoi. Donc, effectivement, c'est une opportunité supplémentaire d'avoir des logements. Après, pour la mise en place, je suis un peu mal placé pour répondre parce que je n'ai pas participé à tout ce qui était tractation. Mais je crois qu'on a d'autres projets de ce type-là sur Cachan aussi, indépendamment des projets sociaux en location. Voilà, c'est une solution parmi d'autres et qu'il faut développer, je pense aussi, puisqu'il n'y a pas de vraie solution unique et il faut pouvoir satisfaire à chacun dans la population, en espérant que chacun puisse trouver à se loger pas trop loin de son lieu de travail, dans des conditions agréables, etc., etc. Ce qui est une grosse problématique aujourd'hui partout en France et en particulier en Île-de-France. Merci. Benoît? Alors effectivement, le BRS, un outil parmi d'autres, ça je pense qu'on l'a compris. Et avec du coup une prudence, alors on voit, parce qu'on accompagne certains EPCI dans l'élaboration de leur PLH, programme local de l'habitat, et on voit parfois un peu trop souvent dans certains territoires plus éloignés en Île-de-France l'idée de faire du BRS. Alors là, voilà, ça peut interpeller parce que c'est pas forcément des territoires où il y a une vocation de faire du BRS, parce que les écarts de prix sont pas suffisants. Alors même si souvent ils sont pas soumis à l'OSRU, le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévoit qu'ils doivent produire du logement social. Donc ceux-là, a priori, il faudrait qu'ils fassent du logement locatif social. Et alors voilà, ils n'ont pas d'obligation SRU, donc c'est plus difficile à contrôler, mais du vrai locatif social et pas forcément de l'accession en BRS qui risque d'être difficile à sortir et qui est souvent concurrencé par le privé. Donc ailleurs, après, le BRS monte petit à petit. Voilà, il ne deviendra pas tout d'un coup majoritaire dans la production, mais en tout cas, il prend une part de plus en plus importante.
Nous, en tant qu'acteurs amont, si je puis dire, il faut qu'on veille à ce qu'ils ne remplacent pas le locatif social, ça c'est évident. Donc si, pour permettre l'équilibre de projet financièrement tendu, la part de BRS peut se discuter, il faudrait idéalement qu'elle fasse diminuer soit la part de LLI s'il y en a, ou la part d'accession, et sinon la part de PLS en dernier recours. Mais PLAI+, a priori, doivent être sanctuarisés en zone tendue. Voilà. Merci. Laurent Bresson. Je serais peut-être un tout petit peu moins prudent pour une raison simple, c'est que moi j'ai le sentiment que dans cette région, en tout cas dans la zone dense de la région Île-de-France, on manque tellement de tout en fait aujourd'hui que je crois qu'on a de la marge avant d'avoir des craintes sur ce type de... même si bien évidemment il faut avoir une grande vigilance aussi dans le soutien à l'offre la plus sociale, et c'est d'ailleurs ce qui nous amène à agir État et collectivités locales. Mais aujourd'hui, je pense en tout cas qu'on a vraiment de la marge et qu'on peut sans crainte, à mon avis, s'engager vraiment dans un développement très volontariste du BRS, et qu'on est encore loin du risque de banalisation qui était évoqué tout à l'heure. En tout cas, il me semble. Merci. Et le mot de la fin Merci. Moi, mon souhait, c'est que nos acquéreurs aient accès d'une manière très banale au crédit immobilier, puisqu'actuellement, seuls 4 organismes bancaires financent les acquéreurs en BRS. Voilà. Bon, voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Merci pour cette table ronde.